Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Serge Letchimy pour le groupe socialiste et apparentés. Monsieur le Président, mes chers collègues, au cours de ces 10-15 dernières années, nous avons connu des situations sur le territoire national extrêmement difficiles et le nombre de morts nous impose à la fois une attitude sereine et surtout un débat apaisé. Ces circonstances méritent un texte et un travail à la hauteur de ces sacrifices. Aujourd'hui, la représentation nationale est réunie pour discuter de votre projet de loi visant à garantir le respect des principes républicains et des exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique. Pour reprendre la verve d'Aimé Césaire, en politique, quand j'entends un de ces grands mots techniques, le séparatisme, je me braque et je cherche toujours à comprendre ce que cela cache. En fait, j'ai franchement le sentiment, Monsieur le ministre, que vous avez fait un choix contesté par certains, attendu dans des dimensions plus importantes par d'autres, mais vous avez à la fois fait un choix politique, vous avez fait un choix aussi idéologique, et que je sais que vous assumez parce qu'on connaît votre détermination. Vous avez répondu à un électorat qui a besoin de coercition, de répression. Heureusement pour nous, vous n'avez pas répondu à des revendications beaucoup plus extrêmes, stigmatisant souvent la dignité humaine et surtout repoussant l'autre. La réalité de ce projet est la suivante. Vous parlez de valeurs et de principes de la République. J'entends l'ordre public et la répression. Vous parlez d'exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique. J'entends toujours ordre public et répression. Tout comme la défenseure des droits, je regrette que l'objectif de renforcement des principes républicains passe aux yeux de ce gouvernement et de cette majorité uniquement par ces dispositifs de répression. Je ne doute pas du bien fondé, et j'insiste, de certaines des dispositions proposées, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le séparatisme et le fondamentalisme religieux, ainsi que le respect des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité pour les organismes de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public. Amédée de Courson, tout à l'heure, a brillamment exposé l'agencement des différentes propositions entre ce qui, pour lui, est totalement inutile, ce qui n'est pas applicable ou ce qui manque. Et Boris Vallaud, de son côté, a aussi fait le détail de l'analyse pour bien montrer la portée limitée de ce texte. Ce texte m'interpelle par les contraintes et les sanctions supplémentaires qu'il ajoute sans pour autant s'attaquer aux véritables lacunes de notre État. Et parmi les lacunes importantes, Monsieur le ministre, les inégalités, les discriminations et toutes les formes de racisme. En effet, plus d'un tiers des articles de ce projet de loi instaurent des procédures de contrôle et plus d'un quart définit des peines d'emprisonnement et zéro proposition concernant la lutte contre les inégalités, les discriminations et le racisme. Vous allez me dire, mais ce n'est pas le sujet. On ne parle pas de ça pour l'instant, ça ne concerne pas le débat. Mais pour quelle raison? En quoi ce ne serait pas le sujet? La République, oui, elle est effectivement menacée. Elle doit réaffirmer ses valeurs, certes, mais elle doit surtout accomplir ses missions dans tous les territoires et se tenir aux côtés de ses agents sur le terrain. Et si la République doit surtout maintenir la liberté, l'égalité et la fraternité pour tous et entre
tous les citoyens de ce pays. Car en faisant le choix d'un texte délibérément répressif, vous prenez le risque, Monsieur le ministre, d'un repli de la nation sur elle-même. Car je ne crois pas du tout que les voies de l'espérance, de la fraternité, de la paix entre nous soient totalement éteintes. Elles sont certainement muselées, pour les raisons expliquées ici, et leur vérité est soumise à une négation de la vraie réalité de terrain. La pire des choses pour notre République serait le repli sur soi. Ce serait la négation même de l'humanité et de ce qu'elle a de plus riche, l'altérité et la diversité. C'est ce risque de repli sur soi qu'exprime la philosophie et l'ensemble des articles de ce texte. Nous devons accepter des vérités historiques, parce que le risque de séparatisme n'est pas seulement lié à l'intégrisme religieux, c'est lié aussi à l'histoire que nous avons connue. Comprendre que l'amas des consciences brisées, qui pourrait, au-delà des barbaries dont est capable l'homme, témoigner de toutes les bontés humaines possibles, ont anéanti les fraternités. Comprendre qu'aussi l'état humain du monde qui a souffert de la démesure immorale de la domination européenne, usant de la hiérarchisation théorisée des races pour réduire l'inéluctable contact des civilisations à des fins impérialistes et colonialistes, jusqu'à faire de l'homme différent une chose, une bête de somme asservie et mise en esclavage, sans jamais parler de réparation, sans jamais renommer des noms. Je pense à Colbert, la salle et le monument. Je pense aux rues qui s'expriment dans l'espace public et qui insultent la mémoire des victimes. Le risque de repli identitaire n'incombe pas seulement à l'intégrisme religieux, mais témoigne aussi d'une réalité sociale exploitée, notamment dans la périphérie urbaine, notamment dans ce qu'on appelle les ghettos, qui impose au pouvoir public de proposer une véritable stratégie de réduction des inégalités et d'investissement dans l'avenir. Le repli sur soi est le pire des instincts de la nature humaine, car il détourne l'humanité d'une partie de son destin humain, car, comme le dit si profondément Jean Ziegler, l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Le repli sur soi, c'est ancrer en nous l'ordre cannibale du monde, qui fait de la résurrection des solidarités une chimère de plus. Et c'est ce cocktail explosif, malheureusement assis sous un double monopole, celui de la répartition des richesses et celui de la race, qui est perçu par l'autre, l'étranger, le différent, le migrant, comme l'incarnation d'une violence structurelle. Ce qui est amplifié par le fait que l'homme n'est plus un sujet de l'histoire, mais un être vassalisé aux ravageuses lois de la mondialisation, et cela au moment même où la conscience des identités veut exprimer sa pluralité en France et sa diversité dans une république où l'unité doit prévaloir sur une autre forme de repli qui est le communautarisme. Monsieur le ministre, il faut lutter contre toute forme de terrorisme, mais il faut lutter en faveur du grandissement de l'humanité, car comme le dit Ziegler, les murs les plus puissants ne peuvent résister à l'insurrection des consciences en marche d'une république fissurée, une république lézardée par ce qui aujourd'hui est l'un des terreaux majeurs, sinon essentiels, de la radicalisation intégriste. Les inégalités sociales et la persistance d'un racisme institutionnalisé qui sévit dans cette France des droits de l'homme. Pour démolir les tyrannies intégristes, il faut aussi accepter d'évincer l'innommable, le racisme et son corollaire, les discriminations partout où ils sévissent. Alors, ces deux fléaux sévissent encore dans les institutions publiques à travers les mots crachat, bougnoul, bico, bamboula, sale nègre,
les contrôles aux faciès, l'accès au logement et à l'emploi, dont l'institutionnalisation trouve dans la misère sociale trop de prétextes pour construire des modèles discriminatoires au détriment des victimes désignées. Au déni inégalitaire s'ajoute en France l'amnésie historique dans le roman national qui humilie l'histoire des victimes de la colonisation et leur résistance anticoloniale, mais aussi la fable de grand remplacement portée ici par certains et portée par des chroniqueurs patentés dans certaines télévisions. Jamais la France n'a été aussi inégalitaire et aussi discriminante, un modèle qui se mondialise au bon gré d'un ultralibéralisme prédateur. Entre 1993 et 2015, le revenu moyen des 1% les plus aisés a progressé de 100% et celui des 0,1% des plus aisés de 150%, contre à peine 25% pour le reste de la population. Monsieur le ministre, l'état de droit est une conquête de civilisation qu'aucune réduction, qu'aucune entaille, aucun compromis ne doit contester et fragiliser. Il s'agit aussi de renforcer toutes les mesures légales de lutte contre le racisme et les discriminations afin d'œuvrer à l'effectivité de nos principes, nos valeurs républicaines et en toute humilité, tenter d'ouvrir une nouvelle perspective pour réussir, comme l'a souhaité René Cassin, à concilier les principes de la République avec la défense des valeurs universelles et surtout la promotion des droits humains. Je vous remercie.